Quand je me suis effondré au travail, les médecins ont appelé mes parents. Ils ne sont jamais venus. Au lieu de cela, ma sœur m'a identifié sur une photo. Journée en famille sans le drame. Je n'ai rien dit. Des jours plus tard, encore faible et branché aux machines, j'ai vu 74 appels manqués et un texto de papa. On a besoin de toi. Réponds immédiatement. Sans y réfléchir à deux fois, Les lumières fluorescentes du bureau se sont brouillées en traînées blanches, avant que tout ne devienne noir. Je ne me souviens pas avoir touché le sol, mais je me souviens des voix inquiètes de mes collègues planant au-dessus de moi, de quelqu'un criant d'appeler le 911, et du hurlement lointain des sirènes qui se rapprochaient. Mon corps avait finalement lâché, après des mois à forcer malgré l'épuisement, à sauter des repas, et à ignorer les signes avant-coureurs que quelque chose n'allait vraiment pas. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 heures plus tard, désorienté et connecté à plus de machines que je ne pouvais en compter. Une perfusion goutte à goutte coulait régulièrement dans mon bras. Les moniteurs bipiaient au rythme de mes battements de cœur, et ma tête palpitait d'une douleur telle que j'avais l'impression que mon crâne se fendait en deux. Une infirmière aux yeux doux se tenait près de mon lit, ajustant le débit des médicaments. « Vous êtes réveillé ?» a-t-elle dit doucement. « Vous avez fait une belle frayeur à tout le monde. Votre tension artérielle était dangereusement basse, et vous êtes sévèrement déshydraté et malnutri. Le médecin va passer sous peu pour discuter de votre état. Avez-vous appelé mes contacts d'urgence ? Ai-je réussi à chuchoter, ma gorge étant à vif et sèche. Oui, ma chérie. Nous avons appelé les numéros que vous aviez listés, vos parents et votre sœur. J'ai hoché la tête faiblement, m'attendant à ce qu'ils arrivent d'une minute à l'autre. Ma famille n'habitait qu'à 40 minutes de là. Sûrement, ils laisseraient tout tomber pour venir me voir. Malgré notre relation compliquée, malgré les années passées à me sentir comme une étrangère dans ma propre famille, je m'étais convaincu que cette fois serait différente. C'était grave. C'était une question de vie ou de mort. Le médecin est entré 1 heure plus tard, une grande femme aux cheveux grisonnants et à l'expression sévère, qui s'est adoucie quand elle a regardé mes dossiers. Mademoiselle, vous avez de la chance que vos collègues aient agi rapidement. Vous souffrez d'épuisement sévère, de malnutrition, et de ce qui semble être les premiers stades d'un stress organique. Votre corps s'est essentiellement arrêté. J'ordonne un repos complet au lit, des fluides par intraveineuse, et une batterie complète de tests. Vous serez ici pour au moins 1 semaine, peut-être plus. 1 semaine ? J'ai essayé de m'asseoir, mais je me suis immédiatement senti étourdi. Au minimum. Votre corps a besoin de temps pour récupérer, et nous devons comprendre ce qui vous arrive. Avez-vous été soumise à un stress important ? J'ai presque ri. Le mot stress ne suffisait pas à couvrir la situation. Entre mon travail exigeant d'analyste financière senior, la pression d'être parfaite, et l'épuisement émotionnel d'être toujours la fille oubliée, ma vie était devenue un marathon de survie. On peut dire ça, ai-je répondu. Des heures ont passé. Le soleil s'est couché derrière ma fenêtre, peignant la chambre d'hôpital dans des nuances d'orange et de violet. Les infirmières allaient et venaient, vérifiant mes signes vitaux, ajustant mes médicaments, et m'apportant de petites tasses de bouillon que je pouvais à peine avaler. Mais aucune famille n'est apparue. Mon téléphone, qu'une infirmière avait récupéré dans mon sac à main, reposait sur la table de chevet, silencieux et accusateur. Le 2e jour, j'ai finalement trouvé le courage de le vérifier. La batterie était presque morte, mais j'ai réussi à ouvrir mes réseaux sociaux avant qu'ils n'aient besoin d'être rechargés. C'est là que je l'ai vu. Ma sœur Nathalie avait posté une photo, 8 heures après mon effondrement. L'image la montrait avec mes parents et son mari dans un restaurant huppé, tous souriant largement, cocktail levé. La légende disait, journée en famille sans le drame. Parfois, on a besoin de temps de qualité avec les gens qui comptent vraiment. Béni d'avoir une famille qui sait prioriser ce qui est important. J'étais identifié dessus. Elle m'avait identifié dans une publication célébrant une réunion de famille qui m'excluait spécifiquement, alors que j'étais allongé dans un lit d'hôpital. Alors que les médecins essayaient de comprendre pourquoi mon corps de 28 ans avait simplement abandonné, pendant que j'étais seul et terrifié. Mes mains tremblaient alors que je reposais le téléphone. Le moniteur cardiaque à côté de moi a commencé à biper plus vite, et une infirmière s'est précipitée, l'inquiétude gravée sur son visage. « Chérie, votre rythme cardiaque vient de grimper en flèche. Qu'est-ce qui ne va pas ? Avez-vous mal ? Je vais bien, ai-je menti.
Mais les larmes coulaient déjà sur mon visage. Juste fatigué. Elle ne m'a pas cru, mais elle n'a pas insisté. Elle a ajusté mon oreiller, tamisé les lumières, et m'a dit de me reposer. Mais le repos ne venait pas. Tout ce que je pouvais voir, c'était cette photo, ces visages souriants, cette légende. La cruauté désinvolte de la chose faisait plus mal à ma poitrine que n'importe quelle douleur physique. Ce n'était pas nouveau. Être négligé par ma famille avait été l'histoire de toute ma vie. Dès le moment où ma sœur est née, 3 ans après moi, je suis devenu invisible. Elle était l'enfant chéri, celle qui ne pouvait rien faire de mal, la fille que mes parents voulaient vraiment. Ses réussites étaient célébrées avec des fêtes et des cadeaux. Les miennes étaient accueillies par une reconnaissance tiède, et des critiques immédiates sur la façon dont j'aurais pu faire mieux. Quand ma sœur a obtenu son diplôme de lycée, mes parents lui ont organisé une fête massive et ont invité tous ceux qu'ils connaissaient. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire avec la mention summa cum laude, ma mère a dit que c'était bien, et a demandé si je pouvais aider à préparer la fête d'anniversaire de ma sœur la semaine suivante. Quand Nathalie s'est fiancée, ma mère a pleuré des larmes de joie et a immédiatement commencé à planifier un mariage extravagant. Quand j'ai décroché mon job de rêve dans une firme financière prestigieuse, mon père a demandé si le salaire était vraiment si bon, et a suggéré que j'aurais dû négocier plus durement. Le schéma était si cohérent, si implacable, que j'avais appris à ne plus rien attendre de différent. Mais quelque part au fond de moi, une partie stupide et pleine d'espoir pensait que peut-être, une urgence médicale serait différente. Peut-être que le fait de faillir mourir les ferait enfin me voir. J'avais tort. Les jours à l'hôpital se sont confondus. Les médecins ont effectué test après test, découvrant que mon effondrement avait été causé par une tempête parfaite de stress chronique, de nutrition inadéquate, et d'une hypothyroïdie non diagnostiquée qui n'avait pas été traitée depuis des années. Mon corps hurlait à l'aide, et je l'avais ignoré parce que j'étais trop occupé à essayer de prouver que j'étais digne d'amour et de reconnaissance. Mes collègues m'ont rendu visite. Ma patronne, une femme pragmatique nommée Margaret que j'avais toujours trouvée intimidante, a apporté des fleurs et s'est assise avec moi pendant 1 heure, me disant que l'entreprise couvrirait mes frais médicaux et que je devrais prendre tout le temps dont j'avais besoin. Des amis à qui je n'avais pas parlé depuis des mois sont venus avec des magazines, du chocolat et des histoires pour me divertir. Mais du côté de ma famille, le silence. Je ne les ai pas appelés. Quelque chose avait changé en moi durant ces longues heures silencieuses, branchées aux machines. Une clarté que je n'avais jamais connue auparavant s'est installée sur moi comme une couverture froide. Je pouvais enfin voir ma famille pour ce qu'elle était, des gens qui avaient décidé il y a longtemps que je ne comptais pas, et que rien de ce que je ferais ne changerait jamais cela. Alors, je me suis concentré sur la guérison. J'ai mangé les repas fournis par l'hôpital. J'ai fait les exercices de physiothérapie. J'ai rencontré un thérapeute qui m'a aidé à comprendre que ma valeur ne dépendait pas de la validation de ma famille. Lentement, douloureusement, j'ai commencé à me reconstruire de l'intérieur. Au 6e jour, tout a changé. Je dormais quand mon téléphone a commencé à sonner. J'avais demandé à une infirmière de le charger la veille, et maintenant il reposait sur ma table de chevet, complètement chargé et insistant. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je l'ai ignoré, supposant que c'était un appel indésirable, mais il continuait de sonner. Quand je l'ai finalement attrapé, groggy et agacé, j'avais 74 appels manqués. 74, tous de mes parents et de Nathalie, étalés sur les 2 dernières heures. Mon estomac s'est noué. Quelque chose n'allait pas. Malgré tout, malgré la blessure et la colère, mon premier instinct fut la peur qu'il leur soit arrivé quelque chose. Puis j'ai vu le texto de mon père. On a besoin de toi. Réponds immédiatement. Pas de est-ce que tu vas bien? Pas de on a entendu dire que tu étais à l'hôpital. Juste une exigence. Mes mains se sont calmées alors que je déverrouillais mon téléphone et lisais les messages qui s'étaient empilés. De Nathalie, tu dois appeler papa tout de suite. C'est sérieux. De ma mère, ta sœur a besoin de toi. Urgence familiale. Appelle-nous. De mon père, arrête de nous ignorer. Il s'agit de l'avenir de ta sœur. Nous avons besoin que tu répares ça. C'était là. La vérité mise à nu en texte brut. Ils n'avaient pas besoin de moi. Ils avaient besoin de ce que je pouvais faire pour eux. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver Derek, le mari de ma sœur. Nous n'avions jamais été proches,
Mais il avait toujours été cordial avec moi lors des réunions de famille. Je lui ai envoyé un message simple, « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a répondu en quelques minutes. « Tes parents ont investi toutes leurs économies dans l'entreprise de ta sœur il y a 2 mois. Elle a fait faillite la semaine dernière. Ils font face à la faillite et ont besoin d'argent immédiatement. Ils pensent que tu as des économies qu'ils peuvent emprunter. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. Des années de souvenirs ont afflué. Chaque fois que j'avais proposé d'aider pour quelque chose et qu'on m'avait repoussé. Chaque réussite que j'avais obtenue et qui avait été écartée. Chaque fête où j'avais été une réflexion après coup. Chaque anniversaire oublié. Chaque fois que j'avais eu besoin d'eux et qu'ils n'étaient pas venus. Et maintenant, ils avaient besoin de mon argent. L'argent que j'avais économisé en travaillant jusqu'à finir dans un lit d'hôpital. L'argent que j'avais accumulé en vivant dans un appartement modeste au lieu du condo chic que Nathalie occupait. L'argent que j'avais mis de côté en sautant les vacances, en achetant des marques génériques, et en ne leur demandant jamais un seul euro depuis mon diplôme universitaire. Mon téléphone a sonné à nouveau. Le nom de mon père a clignoté sur l'écran. Je l'ai fixé pendant 3 sonneries complètes avant de répondre, mon rythme cardiaque augmentant suffisamment pour que l'infirmière au poste jette un coup d'œil inquiet à travers ma porte. « Où étais-tu » a-t-il aboyé. « Nous essayons de te joindre depuis des heures. »« À l'hôpital » ai-je dit calmement. « Où je suis depuis 6 jours après m'être effondré au travail. » Il y eut une pause, une brève pause révélatrice. « Oh, eh bien, tu as l'air d'aller bien maintenant. Écoute, nous avons une situation et nous avons besoin de ton aide. » Pas de « est-ce que tu vas bien ?» Pas de « que s'est-il passé ?» Juste une transition directe vers ses besoins. J'ai entendu dire que l'entreprise de ta sœur a fait faillite. Ce n'est pas sa faute, a-t-il dit rapidement. Le marché a changé. Ces choses arrivent. Mais ta mère et moi avons investi considérablement il y a 2 mois, et maintenant nous sommes dans une position difficile. Nous avons besoin d'emprunter de l'argent pour stabiliser les choses. Combien ? 200 000. J'ai ri, pour de vrai. Ça a fait mal à mon corps encore en guérison, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. 200 000 euros, ai-je répété. Prêté, a-t-il corrigé. On te remboursera une fois que les choses se seront stabilisées. Je me suis redressé dans mon lit, ignorant la protestation de mes muscles endoloris. Laissez-moi bien comprendre. Vous m'appelez alors que je suis à l'hôpital, me remettant d'un effondrement qui aurait pu me tuer, pour me demander de l'argent. Le timing n'est pas idéal, mais c'est urgent. Nous pourrions tout perdre. Quand je me suis effondré au travail, l'hôpital vous a appelé. Le saviez-vous ? Une autre pause. Nous étions occupés ce jour-là. Nous avions des projets. J'ai vu la publication, ai-je dit doucement. Journée en famille sans le drame. C'était moi. J'étais le drame que vous évitiez pendant que je gisais dans un lit d'hôpital, me demandant si j'allais mourir. Ne sois pas théâtral, a-t-il claqué. Tu vas clairement bien. Quelque chose en moi a craqué. Pas bruyamment, pas dramatiquement. Juste un déclic final et silencieux, comme une porte qui se ferme pour la dernière fois. Je ne vais pas bien, papa. Mon corps s'est arrêté parce que je tourne à vide depuis des années, à essayer de vous faire remarquer mon existence. Mais vous ne le ferez jamais, n'est-ce pas ? Parce qu'à vos yeux, je n'ai jamais valu la peine d'être remarqué, sauf si je peux faire quelque chose pour vous. Ce n'est pas juste. Tu es notre fille. Alors agissez comme telle, ai-je riposté, ma voix s'élevant. Les moniteurs à côté de moi ont commencé à biper plus vite. Agissez comme si je comptais. Agissez comme si j'étais plus qu'un simple plan de secours pour quand votre fille préférée échoue. Maintenant, écoute-moi bien. Non, vous écoutez. La réponse est non. Je ne vous donne pas d'argent. Je ne vous prête pas d'argent. Je ne répare pas ça pour vous. Si tu ne nous aides pas, nous perdrons la maison. Ta mère perdra sa maison. La manipulation était si flagrante que c'en était presque impressionnant. Alors vous perdrez la maison, ai-je dit. Vous avez fait le choix d'investir tout dans l'entreprise de Nathalie sans faire vos vérifications préalables. Vous avez fait le choix de la prioriser sur moi toute ma vie. Vous avez fait le choix d'aller au restaurant au lieu de rendre visite à votre fille à l'hôpital. C'était vos choix. Et maintenant, vous devez vivre avec les conséquences.
Tu es incroyablement égoïste. La famille est de la famille. Tu as raison. La famille est de la famille. Mais voilà le truc, papa. Vous avez cessé d'être ma famille il y a longtemps. Vous ne l'avez juste jamais remarqué parce que vous n'avez jamais regardé. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais c'était différent cette fois. Pas de peur ou de blessure, mais de quelque chose qui ressemblait étonnamment à de la liberté. En quelques minutes, mon téléphone a explosé de messages. Je les ai lus méthodiquement, chacun révélant plus sur la situation qu'il n'en avait probablement l'intention. Le premier message de ma mère disait « Ton père a dit que tu refusais d'aider. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Ta sœur est dévastée. Elle a essayé si fort avec son entreprise. » Le message de ma sœur était plus long, plus manipulateur, « Je n'arrive pas à te croire. Maman et papa ont tout mis dans ma firme de marketing boutique parce qu'ils croyaient en moi. Ce n'était pas ma faute si 3 gros clients se sont désistés à la dernière minute. Ces choses arrivent dans les affaires, mais maintenant ils vont perdre leur maison parce que tu ne veux pas aider. Tu as toujours été jalouse de moi, n'est-ce pas? C'est ta chance de me voir échouer, et tu adores ça. » J'ai posé le téléphone et fermé les yeux. Les infirmières m'avaient prévenu d'éviter le stress, mais cela semblait différent. Cela semblait nécessaire, comme percer un abcès infecté. D'autres messages continuaient d'arriver. Ma mère a envoyé une photo de leur maison avec la légende « C'est ce que tu nous enlèves ». Ma sœur a envoyé des captures d'écran de ses comptes professionnels en faillite, comme si me montrer les chiffres allait d'une manière ou d'une autre me faire sentir assez coupable pour donner mes économies. Le message suivant de mon père était un enregistrement vocal. J'ai failli ne pas l'écouter, mais la curiosité l'a emporté. Sa voix est sortie du haut-parleur de mon téléphone, serrée par la colère. Je ne sais pas d'où vient cette attitude, mais ça doit cesser. Ta mère pleure. Ta sœur fait des crises de panique. Tu as les moyens d'aider cette famille, et tu choisis de ne pas le faire par une rancune mesquine. Quand tu grandissais, nous t'avons nourri, habillé. Nous avons mis un toit au-dessus de ta tête. Nous avons payé tes études. Tu nous dois ça. Je l'ai écouté 2 fois, analysant chaque mot comme je le ferais pour un rapport financier. Le sentiment de droit acquis était époustouflant. Ils avaient fait le strict minimum requis pour des parents, et maintenant ils s'attendaient à ce que je finance leurs erreurs. Un texto de ma sœur a suivi, « Derek pense que je devrais juste te laisser nous abandonner. Il ne comprend pas la famille comme nous. » Ce message m'a indiqué que Derek avait probablement essayé de lui faire entendre raison. J'ai pris une note mentale de le contacter séparément. Ma mère a appelé ensuite. J'ai répondu, regrettant déjà. « Chérie, a-t-elle commencé ?» sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Je pense qu'il y a un malentendu. Ton père peut être trop direct parfois. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment. Je comprends parfaitement ce qui se passe, maman. Non, tu ne comprends pas. Tu ne vois pas à quel point nous avons été stressés. L'entreprise de Nathalie était censée être notre plan de retraite. Nous allions vendre la maison, déménager dans un endroit plus petit, et vivre des bénéfices de son entreprise. Mais maintenant c'est fini et nous n'avons rien. Vous avez la sécurité sociale, ai-je dit. Vous avez la pension de papa de ces années à l'usine. C'est à peine assez pour couvrir l'essentiel. Nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous avons donné toute notre vie pour construire quelque chose de mieux. Et qu'avez-vous construit exactement, maman, ai-je demandé doucement. Qu'avez-vous sacrifié? Les mots sont sortis plus tranchants que je ne le voulais, mais je ne les ai pas retirés. J'ai élevé 2 filles. J'ai tenu une maison. J'ai soutenu ton père à travers chaque changement de carrière. Tu as élevé une fille, ai-je dit. Tu as toléré mon existence pendant que tu choyais ma sœur. Ce n'est pas vrai. Nous vous aimions toutes les 2 également. Vraiment? Alors dis-moi la date de mon dernier anniversaire. Dis-moi quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Dis-moi quel est mon titre de poste. Le silence s'est étendu sur la ligne. J'ai attendu. Ce n'est pas juste, a-t-elle finalement chuchoté. Tu as toujours été si indépendante. Tu n'as jamais eu besoin de nous comme elle. J'étais indépendante parce que je devais l'être, ai-je dit. Parce que chaque fois que j'avais besoin de vous, vous étiez trop occupé avec Nathalie pour le remarquer. Tu déformes les choses.
Tu nous fais passer pour des parents terribles. J'énonce des faits, ai-je répondu. Et voici un autre fait, j'ai failli mourir il y a 6 jours, et vous êtes allé boire des verres au lieu de venir me voir. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ma place dans cette famille. Nous ne savions pas que c'était si grave. L'hôpital vous a appelé et a dit que je m'étais effondré au travail et que j'étais aux urgences. Quelle partie de cela ne semble pas grave? Sa voix s'est durcie. Bien. Tu veux jouer à la victime? Vas-y. Mais quand nous perdrons notre maison, quand ta sœur perdra tout ce pour quoi elle a travaillé, ce sera ta faute. Tu devras vivre avec cette culpabilité. Je m'en sortirai, ai-je dit sèchement. Tu as changé. Tu étais une fille si douce. J'étais un paillasson, ai-je répondu. Il y a une différence. J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Puis j'ai bloqué celui de mon père. J'ai hésité sur le nom de Nathalie pendant seulement une seconde avant de la bloquer aussi. Le soulagement a été instantané. Ma poitrine semblait plus légère, comme si j'avais porté un poids lourd et que je l'avais finalement posé. Une infirmière est entrée pour vérifier mes signes vitaux, fronçant les sourcils devant le moniteur. Vos niveaux de stress sont élevés. Est-ce que tout va bien? En fait, ai-je dit, me surprenant avec la vérité de la chose, je pense que tout va enfin aller bien. L'infirmière a souri, bien que la confusion ait clignoté dans ses yeux. C'est bon à entendre. Le médecin veut faire un dernier test demain matin, mais si tout semble bon, vous pourriez rentrer chez vous le jour suivant. Chez moi. Le mot semblait différent maintenant. Pas l'endroit où se trouvait ma famille, mais l'appartement que j'avais créé pour moi-même. Mon espace, mon sanctuaire, ma vie. Après son départ, j'ai sorti mon ordinateur portable, que Margaret avait apporté avec quelques fichiers de travail que j'avais demandés. Mais le travail ne m'intéressait pas. À la place, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai regardé mon compte épargne. 46 300 €. 6 ans d'économie prudente, à vivre en dessous de mes moyens, à sacrifier de petits plaisirs pour une sécurité à long terme. De l'argent que j'avais gagné grâce à des semaines de travail de 80 heures, des vacances sautées, et des promotions pour lesquelles je m'étais battu. C'était à moi. Chaque centime représentait un morceau de moi-même que j'avais échangé contre la stabilité financière. Et il voulait en prendre la moitié pour régler un problème qui n'était pas de ma responsabilité. J'ai pensé à ma maison d'enfance, la maison qu'il prétendait aller perdre, une coloniale à 3 chambres dans une banlieue agréable, avec un garage pour 2 voitures et un jardin. J'avais passé 18 ans dans cette maison, et la plupart de mes souvenirs là-bas étaient ceux d'être seul. Pendant que mes parents assistaient au match de football et au récital de danse de Nathalie, je restais dans ma chambre à faire mes devoirs ou à lire. Pendant qu'ils célébraient ses réussites, je dînais seul dans la cuisine. Cette maison n'avait jamais vraiment été mon foyer. C'était un bâtiment dans lequel je vivais, rien de plus. J'ai ouvert mes emails et j'ai commencé à rédiger un message pour Derek. Je suis resté simple. J'ai entendu parler de l'entreprise de ta femme et de la situation financière de mes parents. Je veux que tu saches que ma décision de ne pas aider ne vise pas à punir qui que ce soit. Il s'agit de me faire passer en premier, enfin. J'espère que tu comprends. Si jamais tu as besoin de parler, je suis là. Je l'ai envoyé avant de pouvoir douter de moi-même. Sa réponse est arrivée dans l'heure. Je comprends parfaitement. Pour être honnête, j'essaie de faire voir à ta sœur comment elle traite les gens depuis des années. Cette faillite d'entreprise m'a montré des choses sur elle que je ne peux plus ignorer. Tes parents ont tout permis. Tu fais ce qu'il faut pour toi. Ne les laisse pas te culpabiliser pour changer d'avis. En lisant son message, j'ai ressenti un mélange de validation et de tristesse. Triste que même le mari de ma sœur puisse voir le dysfonctionnement avec lequel j'avais vécu toute ma vie, mais validé de ne pas être folle ou cruelle pour avoir posé des limites. J'ai passé le reste de la soirée à faire des recherches. J'ai cherché les lois sur la responsabilité filiale dans notre État, les stratégies de protection des actifs, et les exigences légales pour couper contact avec des membres de la famille. La connaissance était le pouvoir, et je voulais être prête pour quoi que ce soit qu'il tente ensuite. Ce que j'ai découvert était à la fois rassurant et troublant. Notre État avait bien des lois sur la responsabilité filiale, mais elles étaient rarement appliquées et exigeaient la preuve que les parents étaient indigents et n'avaient aucun autre moyen de subsistance.
la pension de mes parents et le revenu de la sécurité sociale me protégeraient probablement de toute obligation légale. Cependant, le fait qu'ils puissent essayer d'utiliser ces lois contre moi révélait jusqu'où ils étaient prêts à aller. J'ai aussi appris sur les ordonnances restrictives, les lettres de cessation et d'abstention, et le processus pour documenter légalement le harcèlement. J'ai sauvegardé tous les messages qu'ils m'avaient envoyés, les ai copiés dans le cloud, et j'ai créé une chronologie détaillée des événements commençant par mon effondrement. Une notification est apparue sur mon téléphone d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouverte. C'est Paula, la sœur de ta mère. J'ai entendu ce qui se passe. Avant que tu ne prennes des décisions finales, je pense que nous devrions parler. Tante Paula. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Pas depuis une réunion de famille où elle et ma mère s'étaient disputées à propos de quelque chose dont je ne pouvais pas me souvenir. Elles étaient brouillées depuis. Je ne change pas d'avis, ai-je répondu. Je ne te demande pas de le faire. Je veux te dire quelque chose sur ta mère et Nathalie que tu devrais savoir. Peut-on se voir pour un café une fois que tu seras sorti de l'hôpital? Mon doigt a plané au-dessus du bouton supprimer, mais la curiosité a pris le dessus. Pourquoi devrais-je te faire confiance? Parce que j'ai coupé les ponts avec ta mère il y a 12 ans pour les mêmes raisons que tu le fais maintenant. Et parce que tu mérites de connaître la vérité sur pourquoi ils t'ont toujours traité différemment. Cela a attiré mon attention. Quelle vérité? Pas par texto. Ça doit être dit face à face. J'habite à environ 1 heure de toi. Nomme le lieu et l'heure et je serai là. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Une partie de moi voulait l'ignorer, bloquer ce numéro aussi, et avancer dans ma vie. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait passé 28 ans à se demander ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi ma famille ne pouvait pas m'aimer, avait besoin de savoir. Donne-moi ton numéro. Je t'appellerai quand je sortirai. Elle a envoyé ses coordonnées, et je les ai enregistrées sous Paula. Le lendemain matin a apporté plus de tests et plus de médecins examinant mes dossiers avec des expressions inquiètes. Mon médecin traitant, le docteur Reeves, s'est assis au bord de mon lit avec une tablette dans les mains. Vos fonctions organiques reviennent à la normale, ce qui est une excellente nouvelle. Nous commençons votre traitement thyroïdien, bien qu'il faudra plusieurs semaines avant que vous n'en ressentiez les pleins effets. Cependant, je suis préoccupé par les facteurs psychologiques qui ont conduit à cet effondrement. Avez-vous été en contact avec les services de santé mentale de l'hôpital? J'ai eu 2 séances avec un thérapeute ici. Elle a recommandé un traitement continu. Bien, a-t-il dit. Je voulais être très clair avec vous. Cet effondrement était la façon qu'avait votre corps de vous forcer à arrêter. Si vous revenez au même mode de vie, au même niveau de stress, au même schéma, cela se reproduira. Et la prochaine fois, vous pourriez ne pas avoir autant de chance. Ces mots ont flotté dans l'air comme une cloche d'avertissement. Je comprends. Vraiment, a-t-il insisté. Parce que j'ai vu trop de jeunes professionnels ambitieux ignorer ces avertissements. Ils promettent de changer, puis ils sont de retour aux urgences 6 mois plus tard, ou pire. Je prends ça au sérieux, les jeux assurés. Je fais des changements, de gros changements. Il a étudié mon visage un instant, puis a hoché la tête. Je vais autoriser votre sortie demain, mais avec des conditions strictes, pas de travail pendant au moins 1 mois, des séances de thérapie régulières, des suivis hebdomadaires avec votre médecin traitant, et si vous ressentez des symptômes inquiétants, vous revenez immédiatement. Je le ferai. Après son départ, je me suis assise dans le silence de ma chambre d'hôpital et j'ai pensé à la vie que j'avais menée. Les semaines de travail de 90 heures, les repas sautés parce que j'étais trop occupé, le sommeil sacrifié pour respecter les délais, les relations négligées parce que j'essayais toujours de prouver quelque chose. Et à qui essayais-je de le prouver? À des gens qui ne reconnaîtraient jamais ma valeur, peu importe ce que j'accomplissais. Mon téléphone a vibré à nouveau avec un autre numéro inconnu. Cette fois, c'était un long message de quelqu'un prétendant être l'associé de Nathalie, une femme nommée Simone. Je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais nous nous sommes rencontrés à la fête de fiançailles de ta sœur il y a 3 ans. J'ai besoin que tu saches la vérité sur ce qui est arrivé à notre entreprise. Ta sœur a raconté à tout le monde que les clients se sont désistés de manière inattendue. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle détournait de l'argent de l'entreprise. Elle utilisait les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles, des vacances coûteuses, des vêtements de créateurs, tout ça facturé sur la carte de crédit de l'entreprise.
quand je l'ai découvert et que je l'ai confronté l'année dernière, elle a convaincu tes parents de racheter mes parts et de reprendre ma part de l'entreprise. C'était l'investissement d'il y a 2 mois. Ils lui ont donné 100 000 € de plus en plus de ce qu'ils avaient déjà mis. En 8 semaines, elle a tout brûlé. J'ai la documentation de tout si jamais tu en as besoin. Je suis désolé que tes parents aient perdu leur argent, mais je voulais que tu saches que ce n'était pas de la malchance ou les forces du marché. C'était la fraude de ta sœur. J'ai lu le message 3 fois, l'estomac retourné. Détournement de fonds, fraude, et mes parents avaient permis cela en rachetant les parts de son associé au lieu de la tenir responsable. Pourquoi me dis-tu ça, ai-je répondu. Parce que Nathalie m'a dit que tu refuses de les aider, et elle t'a dépeinte comme égoïste et sans cœur. Mais je me souviens de toi à cette fête. Tu as été gentil avec moi quand personne d'autre ne faisait attention. Tu m'as posé des questions sur mes plans d'affaires et tu as vraiment écouté. J'ai pensé que tu méritais de savoir ce qui s'est vraiment passé. As-tu encore la documentation? Chaque reçu, chaque relevé bancaire, chaque texto où elle admettait ce qu'elle faisait. Peux-tu me l'envoyer? Je pourrais en avoir besoin. J'envoie ça maintenant. Au cours de l'heure suivante, ma boîte mail s'est remplie de PDF et de captures d'écran, de relevés bancaires montrant des frais dans des complexes de luxe et des boutiques haut de gamme, de textos où ma sœur mentionnait nonchalamment utiliser l'argent de l'entreprise pour des voyages personnels. De reçus pour des articles qui n'avaient rien à voir avec le marketing ou le développement commercial. Les preuves étaient accablantes. J'ai tout transféré sur mon email personnel, sur mon stockage cloud, et sur un disque de sauvegarde que je gardais à la maison. Puis j'ai envoyé un dernier message à Simone. Merci. Cela aide plus que tu ne le penses. J'espère que tu t'en tiendras à ta décision, a-t-elle répondu. Les gens comme ta sœur ne changent jamais. Ils trouvent juste de nouvelles personnes à exploiter. Je me suis adossé contre mes oreillers, traitant cette nouvelle information. Cela ne changeait pas ma décision. Cela la solidifiait. Ce n'était pas juste de la négligence ou du favoritisme. C'était un schéma. Mon téléphone a sonné à nouveau, un numéro local que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu prudemment. Allô. Bonjour, ici Karen du service facturation de l'hôpital. J'appelle pour discuter de votre compte. Mon cœur a sombré. Y a-t-il un problème? En fait, non. Votre employeur nous a contactés et a pris des dispositions pour couvrir l'intégralité de vos frais médicaux. J'ai juste besoin de confirmer quelques détails pour nos dossiers. J'ai cligné des yeux pour retenir des larmes soudaines. Margaret m'avait dit que l'entreprise aiderait, mais j'avais supposé qu'elle voulait dire une couverture partielle ou un plan de paiement. Il couvre tout? Oui, madame. Tous les frais d'hôpital, les honoraires des médecins, les médicaments, tout. Le solde de votre compte est à 0. Après avoir raccroché, je suis resté assise à pleurer doucement. Pas de tristesse, mais de la réalisation écrasante que mes collègues et ma patronne se souciaient plus de mon bien-être que ma propre famille. C'était à ça que ressemblait le soutien. C'était ce que les gens faisaient quand ils vous valorisaient vraiment. J'avais besoin de me souvenir de ce sentiment, de m'y accrocher quand le doute s'insinuait sur mes décisions. Les appels ont continué tout au long de la journée. Ma mère a essayé la culpabilité. Nathalie a essayé la colère. Mon père a essayé les menaces. Je les ai tous bloqués. Chaque numéro qui disparaissait de mon téléphone semblait retirer un autre poids de ma poitrine. Derek m'a envoyé un message de plus, pour ce que ça vaut, je pense que tu fais ce qu'il faut. Bonne chance. J'ai apprécié cela plus qu'il ne pouvait le savoir. L'hôpital m'a laissé sortir au 8e jour avec des ordres stricts de me reposer, de maintenir une nutrition adéquate, de continuer mes médicaments, et d'assister à des séances de thérapie régulières. Margaret est venue me chercher personnellement et m'a ramené chez moi. Tu as l'air différente, a-t-elle observé alors que nous nous arrêtions devant mon immeuble. Je me sens différente, ai-je admis. Plus légère, a-t-elle souri. Prends un mois de congé. Payé. Je suis sérieuse. Tu as donné à cette entreprise 6 ans de travail exceptionnel, et nous avons failli te perdre à cause de cela. Repose-toi, guéris. Découvre à quoi tu veux que ta vie ressemble. Au cours des semaines suivantes, j'ai fait exactement cela. J'ai éteint mon téléphone la plupart des jours. J'ai cuisiné de vrais repas et je les ai mangés lentement.
Je suis allé me promener dans le parc près de mon appartement. J'ai recommencé à lire, chose que je n'avais pas faite pour le plaisir depuis des années. J'ai rencontré mon thérapeute 2 fois par semaine et j'ai commencé à déballer des décennies de dommages. J'ai aussi rencontré une avocate nommée Patricia Green, une femme vive dans la cinquantaine qui se spécialisait dans le droit de la famille et la planification successorale. Je voulais être absolument certaine que s'il m'arrivait quelque chose, mes actifs iraient à des œuvres caritatives et des organisations qui comptaient vraiment, pas à des gens qui faisaient seulement semblant que je comptais quand ils voulaient quelque chose. 3 mois après ma sortie de l'hôpital, j'ai reçu une lettre de l'avocat de mes parents. Ils me poursuivaient pour soutien familial, basé sur une obscure loi de responsabilité filiale qu'ils avaient déterrée. Patricia a ri en la lisant. Ils n'ont aucun dossier, m'a-t-elle assuré. Ces lois exigent la preuve de l'indigence et la preuve que l'enfant a les moyens de les soutenir sans difficulté. De plus, vous avez la documentation de leur négligence pendant votre urgence médicale. S'ils veulent aller au tribunal, on va les enterrer. Je lui ai dit de répondre par une contre-offre. J'accepterai d'abandonner mon procès potentiel pour dommages émotionnels découlant de leur abandon pendant ma crise médicale s'ils acceptaient de ne plus jamais me contacter, de signer des documents renonçant à toute réclamation sur mes actifs présents et futurs, et de me retirer de toute leur liste de contacts juridiques et d'urgence. Ils ont signé en 3 semaines. Apparemment, la menace d'un procès public détaillant leur négligence était plus persuasive que je ne l'avais prévu. Ma sœur a essayé de me contacter une fois via un faux compte de réseau social. Elle a envoyé un long message sur la façon dont je déchirais la famille, comment nos parents souffraient, comment j'étais cruelle et vindicative. Je l'ai lu une fois et je l'ai supprimé sans répondre. La vérité était que je n'étais pas vindicative. J'étais honnête. Pour la première fois de ma vie, je priorisais mon propre bien-être sur leur confort. Je me choisissais moi-même. 6 mois après mon effondrement, je me tenais dans mon appartement fraîchement rénové, entouré d'amis qui étaient devenus ma famille choisie. Margaret était là, ainsi que plusieurs collègues qui m'avaient rendu visite à l'hôpital. Mon thérapeute m'avait aidé à comprendre que la famille n'était pas une question de sang. C'était une question d'être là, de se soucier, d'être présent dans les moments qui comptaient. Ces gens s'étaient montrés. Ils s'étaient souciés. Ils avaient été présents. Ma famille biologique avait prouvé définitivement et à plusieurs reprises qu'ils ne seraient jamais ces choses pour moi. Et enfin, heureusement, j'avais cessé d'attendre qu'il le soit. Mon téléphone a vibré avec un message de Derek. Ta sœur et moi divorçons. Elle n'a pas changé, et je ne peux plus faire ça. Te voir poser des limites plus tôt cette année m'a aidé à réaliser que je devais faire la même chose. Je voulais que tu le saches et te remercier. Je lui ai souhaité bonne chance, et je le pensais vraiment. 1 an après mon effondrement, j'ai été promue directrice des opérations financières. L'augmentation de salaire était substantielle, et je planifiais depuis des mois ce que je voulais en faire. J'ai réservé un voyage de 2 semaines en Italie. Debout sur un balcon à Rome, regardant le coucher de soleil peindre la ville antique dans des nuances d'or, j'ai senti mon téléphone vibrer. Un autre numéro inconnu. J'ai répondu. Bonjour, est-ce la fille de Charles et Brenda, a demandé une voix inconnue, professionnelle et polie. Mon estomac s'est serré. Oui. J'appelle du centre médical de Riverside. Vos parents ont eu un accident de voiture. Ils sont stables, mais ils demandent la famille. L'ancienne moi aurait paniqué, aurait réservé le premier vol de retour, se serait précipité à leur chevet. La nouvelle moi a demandé calmement, sont-ils en danger immédiat? Non, madame. Ils se rétabliront complètement avec le temps, et ils ont une assurance. Alors ils ont tout ce dont ils ont besoin. Mon avocat m'a fait retirer de leur liste de contacts d'urgence il y a des mois. Vous ne devriez pas avoir mon numéro. Veuillez mettre à jour vos dossiers. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Il y avait un petit pincement de quelque chose qui aurait pu être de la culpabilité, enfoui sous des couches d'auto-préservation et d'une paix durement gagnée. Ils avaient fait leur choix. Ils avaient décidé que je ne comptais pas quand c'était pratique. Ils m'avaient appris, par des années de comportement constant, que je n'avais de valeur que lorsque je pouvais servir leurs objectifs. J'avais finalement appris la leçon qu'ils m'avaient enseignée depuis le début. Le coucher de soleil italien était à couper le souffle. L'air sentait l'espresso et le pain frais. Demain, je visiterai le Colisée, mangerai des pâtes faites par la grand-mère de quelqu'un, et peut-être, juste peut-être,
rencontrerai quelqu'un qui voudrait connaître la vraie moi. Mon téléphone est resté éteint pour le reste du voyage. Quand je l'ai finalement rallumé à l'aéroport en rentrant chez moi, il n'y avait aucun message de ma famille. Pas d'excuses, pas d'expression d'inquiétude, juste le silence. Et pour la première fois de ma vie, ce silence ne faisait pas mal. Cela ressemblait à la paix. Cela ressemblait exactement à ce que je méritais, la paix, l'espace, et la liberté loin des gens qui ne m'avaient jamais vraiment vu du tout. Sans y réfléchir à deux fois, je m'étais choisi. Et je continuerai de me choisir, chaque jour, pour le reste de ma vie. C'était ma revanche. Vivre bien, vivre libre, vivre sans le poids de leurs attentes et de leur négligence qui me tiraient vers le bas. Certaines personnes pourraient appeler ça de la froideur. J'appelle ça de la survie. J'appelle ça du respect de soi. J'appelle ça comprendre enfin qu'on ne peut pas forcer les gens à vous aimer, et qu'on ne devrait pas se détruire en essayant. Les cicatrices de mon effondrement seraient toujours là, tant physiques qu'émotionnelles. Mais elles étaient des rappels maintenant, pas des blessures. Des rappels que j'étais assez forte pour survivre, assez forte pour changer, et assez forte pour m'éloigner des gens qui auraient dû m'aimer, mais ont choisi de ne pas le faire. C'était ça la vraie histoire. Pas une vengeance au sens traditionnel, mais le fait de me réapproprier moi-même face à des gens qui avaient passé toute ma vie à me faire sentir petite. Trouver une famille dans des endroits inattendus, et apprendre que le sang ne vous oblige pas à vous immoler pour garder les autres au chaud. J'ai atterri chez moi tard dans la soirée, épuisée mais satisfaite. Le lendemain matin, je me suis réveillé pour découvrir que Margaret et quelques amis proches avaient laissé des cadeaux de bienvenue devant la porte de mon appartement, du vin italien, des fleurs fraîches et des biscuits faits maison. Une note de Margaret disait « Bon retour à la maison. Hâte d'entendre parler de ton voyage, dîner ce week-end. » En déverrouillant la porte de mon appartement, j'ai souri aux photos que j'avais accrochées à mes murs. Des photos d'amis, d'aventures, de moments qui comptaient. Pas une seule photo de ma famille biologique parmi elles. La prévenance de ma famille choisie, les gens qui s'étaient montrés pour moi quand ça comptait, me rappelaient quotidiennement que j'avais fait le bon choix. C'était à ça que ressemblait la famille. C'était à ça que ressemblait l'amour. Et je ne me contenterai plus jamais de rien de moins.